Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour notre première classe virtuelle de la communauté de pratique des labellisés. Je me présente, donc je suis Nelly Varin, infirmière au centre Henri Becquerel et je suis animatrice de la communauté de pratique. Notre classe virtuelle aujourd'hui abordera le syndrome main-pied, un des effets secondaires des traitements anticancéreux oraux. Sophie, qui participe aujourd'hui, qui introduit notamment ce sujet, Sophie Borelli, nous commencera donc le thème par une vidéo d'introduction donc, sur les toxicités cutanées des traitements anticancéreux. Puis on continuera avec un cas concret que Sophie nous présentera. Et puis, nous finirons donc par un échange entre toutes les personnes présentes sur ce web. Mais avant de commencer, donc, je voudrais juste remercier Sophie de nous avoir consacré ce temps pour pouvoir faire ce web, pour ce premier webinaire pour cette classe virtuelle des labellisés. Donc, bienvenue, et puis bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Sophie, je te passe la parole. Et merci Nelly. Donc, je me représente vite fait en 2 mots. Donc, je suis cadre infirmier au Centre Léon Bérard à Lyon. Et je travaille actuellement sur le management de l'expérimentation article 51 des thérapies orales à domicile des patients. Donc, comment améliorer leur prise en charge. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai participé au webinaire au mois de novembre sur l'accompagnement d'un patient sous thérapie orale et qu'aujourd'hui, j'anime cette classe virtuelle sur un effet indésirable qu'on rencontre souvent chez les patients atteints sous traitement par Xeloda. Donc voilà, je partage un cas concret dans lequel des patientes que je suis que j'ai suivies en début d'année plutôt. Et l'idée, c'est qu'à l'aide de ce cas concret, à travers 3 questions, on essaye d'y répondre ensemble sur quel est le rôle de l'infirmière libérale face à cette situation à domicile. Donc, je vais présenter cette patiente. C'est une jeune patiente qui est âgée de 42 ans, qui vit avec ses parents en Savoie, dans une région montagnarde autour de Saint-Jean-de-Maurienne. Elle est célibataire, sans enfant. Une partie de sa famille vit en Algérie. Elle est suivie au centre Léon Bérard pour un cancer du sein en rechute au niveau hépatique et la rechute a été découverte fin décembre 2022 et donc on instaure un traitement à cette patiente au mois de janvier 2023 face à cette rechute. Il faut savoir que cette patiente, dans ses antécédents, a eu un grave accident de la voie publique il y a une dizaine d'années. Elle a été polytraumatisée et pour traiter les conséquences de cet accident, elle a subi une chirurgie hépatique et l'ablation du rein droit. Elle est actuellement en arrêt de travail et elle garde une activité physique régulière avec la marche et la pratique de yoga. Donc, suite à sa rechute, son cancérologue lui instaure un traitement par capecitabine, qui est la dénomination commune internationale pour le Xeloda. Il est instauré fin janvier 2023. Ce traitement nécessite une surveillance biologique toutes les 3 semaines. Et en fait, donc, c'est l'infirmière libérale qui soigne aussi sa maman 3 fois par semaine, qui va réaliser le prélèvement sanguin au domicile de la patiente. Elle vient donc juste uniquement pour faire ce prélèvement sanguin. Je vais vous faire parvenir ensuite les ordonnances du traitement et puis de la surveillance du bilan sanguin. Voilà la situation. Le lundi 13 mars, l'infirmière se rend au domicile de cette patiente pour réaliser le prélèvement sanguin avant la reprise de la cure numéro 3 de Xeloda. Elle arrive, réalise le prélèvement sanguin selon les consignes de l'ordonnance et en partant, elle s'aperçoit que la patiente présente des difficultés à marcher qu'elle ne le connaissait pas auparavant. Elle la voit quand même régulièrement puisqu'elle vient 2 à 3 fois par semaine au domicile pour traiter sa maman. Elle l'interroge la patiente qui lui fait part de l'apparition de douleurs
depuis une dizaine de jours et qui la gêne à la marche. La patiente qui a été quand même informée sur ce traitement par l'équipe hospitalière sait qu'elle doit surveiller ses mains et ses pieds et appliquer de la crème hydratante quotidiennement. Et elle explique à l'infirmière que durant la cure de traitement, elle a eu la peau des mains et des pieds très sèche, qui s'est mis un peu à peler et les douleurs sont apparues au niveau des pieds. L'état des mains s'est amélioré avec la semaine de pause, mais les pieds moins et les douleurs aux pieds persistent. Elles n'ont pas disparu et la gêne pour marcher. Ça la gêne beaucoup parce que c'est une patiente qui tient à faire beaucoup de marches dans sa montagne aux alentours parce qu'elle est convaincue que de maintenir son activité physique, c'est bon pour lutter contre son cancer, hein. Elle participe à des programmes d'activité physique adaptée. Donc voilà, ça l'embête beaucoup de ne pas pouvoir marcher. L'infirmière regarde les mains, voit que la peau des mains est encore sèche et elle demande à observer les pieds de cette patiente. Donc, elle la fait se déchausser et voilà ce qu'elle découvre. Une voûte plantaire qui est très rouge avec des lésions au niveau des frottements, notamment sur le gros orteil droit. Donc, quoi faire dans cette situation? Donc, pour pouvoir arriver à décortiquer cette situation, je vous propose qu'on passe par 3 étapes. La première, c'est qu'on regarde un peu les modalités du traitement de cette patiente et les effets indésirables en lien avec ce traitement. La deuxième, c'est qu'on décrive ce symptôme observé et qu'on essaye de le graduer. Et la troisième, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation? Voilà, donc Annabelle, c'est un peu à vous de travailler avec nous aussi sur ce sujet, si ça vous va bien. Je vois qu'il y a une personne supplémentaire aussi qui nous a répondu, enfin qui nous a rejoint, pardon. Voilà, pour ce sujet-là. Donc, je vous propose, je vais vous afficher l'ordonnance du traitement de cette patiente ainsi que la surveillance biologique. Donc, je vais quitter ce partage-là. On voit l'autre document qui est l'ordonnance de la patiente. Voilà. Hop. Partager. Voilà. Donc, vous voyez à peu près toutes. Voici l'ordonnance de la patiente. Donc, je vous la lis en même temps pour vous, Annabelle. Donc, c'est une patiente qui est sous capecitabine, 2 grammes le matin, 2 grammes le soir. Traitement à prendre pendant 14 jours, suivi d'une semaine de repos. Débuter le cycle suivant si les neutrophiles sont supérieurs à 1000 par millimètre cube et les plaquettes à 100 000 par millimètre cube. Donc, ce qui nécessite, je ne vais pas vous la montrer là, mais une surveillance de prise de sang toutes les 3 semaines pour surveiller la NSP de cette patiente. Ah, c'est avec toi, tu veux? Oui, non, c'est bon, c'est juste pour avoir. C'est tout bon, parce que j'entends. Ouais. Dans cette ordonnance, l'oncologue a marqué aussi d'autres traitements qu'on appelle des soins des traitements de support en lien avec les effets secondaires liés à ce type de traitement. Donc, on voit du glycérol, enfin une crème qui s'appelle le Dexéril à mettre régulièrement le matin et le soir sur la paume des mains et des pieds, l'imodium en cas de diarrhée et le primpéran en cas de nausée. Voilà, et en cas de toxicité cutanée ou digestive, téléphonez au secrétariat de votre médecin. Donc voilà, vous êtes l'infirmière qui arrive à la maison, faire cette prise de sang après les 7 jours de repos et vous découvrez cette situation. Donc cette patiente qui est très gênée à la marche, alors qu'habituellement, elle n'a absolument aucun souci. Et quand vous lui faites enlever les pieds, vous avez la photo qui est jointe dans le cas concret, où vous voyez une voûte plantaire très rouge et avec des zones de frottement très, très irritées, avec de l'hyperkératose. Et surtout, elle a des pieds douloureux qui font qu'elle est gênée, elle boitille quand elle marche et elle ne peut plus aller faire ses marches de randonnée
comme elle fait habituellement, assez régulièrement, pas quotidiennement, mais presque. Voilà. Donc, l'idée, c'était d'abord de revoir qu'est-ce que vous avez compris de ce traitement dans le rythme, les modalités de prise de traitement, voir si vous pouvez arriver à nous l'expliquer. Et puis, ensuite, de décrire le symptôme et de le graduer. Et puis après, quoi faire à ce moment-là? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a une de vous deux? Alors, il y a plusieurs participantes. Bienvenue à celles qui nous ont rejoints. Merci. Donc, on n'a peut-être pas forcément le temps de faire un tour de table pour se représenter. Mais voilà, je vous propose qu'on attaque la première question. Quelles sont les modalités du traitement anticancéreux de cette patiente et les effets indésirables de ce traitement? Est-ce que quelqu'un veut commenter? Alors, l'idée, c'est que ça soit un peu interactif. Et puis, que vous puissiez vous poser des questions. On n'est pas là, c'est pas là, on n'est pas là pour piéger, hein. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un veut commencer? Donc, je vous laisse encore afficher l'ordonnance, mais du coup, c'est vrai que je ne vous vois plus en visuel, moi. Ouais, je me lance. Le Xéloda, du coup. Ouais, Donc déjà expliquer à la patiente donc le dosage le matin et le soir. Donc c'est le même, hein, c'est 2 grammes, ouais, c'est 2000 ouais, milligrammes le matin et le soir, qu'il faut bien espacer d'une demi-heure suivant le repas. Donc ça veut dire qu'elle déjeune et qu'une demi-heure après, qu'elle pense bien. C'est ça où il faut peut-être lui dire de mettre éventuellement une petite sonnerie pour lui rappeler qu'il faut qu'elle le prenne ouais. 30 minutes après son repas. C'est toujours un peu délicat, ce genre de choses, parce que elles savent qu'il faut prendre un traitement, elles vont manger, puis elles vont l'oublier. Ça, c'est la réalité, oui. Je suis d'accord Donc avec là c'est bien 4 comprimés hein, de 500 milligrammes, donc on lui donne 4 comprimés de 500 le matin et le soir, avec un grand verre d'eau. Et ça, bien sûr, pendant 14 jours, et elle vous. fera Ouais. une pause. De- Euh, alors ça, c'est pour les modalités. Et après, pour les effets secondaires, alors déjà, ce qu'on observe, c'est un syndrome, alors je sais pas les mains, mais en tout cas les pieds, un syndrome main-pied, ouais. euh, avec donc ce que vous décriviez, hein. C'est un peu, c'est assez, on pourrait alerter parce qu'il y a de la douleur, difficulté à la marche, une répercussion. Alors, je vais peut-être laisser les autres aussi parler, excusez-moi, mais une répercussion en tout cas sur son confort de vie, puisque si elle aime randonner, si elle fait de l'activité physique dans un contexte un peu particulier, ce serait bien qu'elle puisse garder ça. Moi, j'alerterais en tout cas assez vite. Le grade, je pense qu'on a 3, non? Même 4? 3. Ouais, eh ben, oui. Alors, on est entre 2 et 3. Enfin, on va laisser intervenir et puis après, je donne, mais c'est tout ce que vous avez dit est juste, complètement. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, hein, à rajouter d'autres choses? Donc, est-ce que… Alors, moi, j'avais une question à vous poser. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu… alors, je vais arrêter le partage, c'est pour voir un peu aussi vos visages. Est-ce que certains ont pu voir le replay du mois de novembre? Je ne sais pas si… donc, du coup, on avait parlé un petit peu des différents grades. Est-ce que vous êtes d'accord sur la graduation? Donc, c'était Annabelle qui avait parlé? Karine, ouais, Karine. Elle a eu la première, à mon sens, bon réflexe, c'est-à-dire que de vérifier un peu l'observance de la patiente. Parce que souvent, quand on est à domicile, en fait, on sous-estime les erreurs enfin, de mon expérience, les erreurs de dosage ou de prise du traitement. Et moi, Mm. j'ai eu des cas de patients qui avaient continué à prendre leur traitement parce que des fois, au fil des cures,
elles ont cumulé un petit peu de traitement et elles ont oublié de faire la pause. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps. Et la patiente avait pris 3 semaines de traitement au lieu de 14 jours. Et s'était trouvée, alors elle, ce n'était pas un syndrome main-pied, mais avec des problèmes de diarrhée importantes. Donc, la première chose, c'est pour ça que je vous avais mis l'ordonnance, c'est vraiment de vérifier auprès de la patiente quelles sont ses pratiques dans la prise du traitement. Et parce qu'on peut avoir un peu des surprises de ce côté-là. L'autre chose, donc, on ne connaît pas forcément tous les noms de molécules. Donc, j'avais cité dans ce webinaire un site où on peut trouver toutes les fiches des molécules, hein, qui est sur Omedit. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller le voir, mais en tout cas, c'est bien d'avoir en référence sur son portable ce site-là, parce que si vous êtes face à une molécule de thérapie orale, vous pouvez avoir tout de suite la fiche patient et la fiche professionnelle avec les différents effets secondaires, les modalités de prise, les effets secondaires, les modalités de surveillance et quoi faire. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le temps d'aller voir un petit peu ce site ou pas, si vous avez eu des soucis ou pas, des questions par rapport à ça. Moi, j'ai téléchargé l'application en fait, qui est très bien faite, c'est Fiche VOC. Fiche VOC, en fait, c'est sur Omedit, c'est Omedit en fait, qui produit cette petite. Je l'ai mis carrément à côté de mes applications phares maintenant. Ouais. Et du coup, vous trouvez à chaque fois Ah bah tous super. les traitements que vous Et voulez. on a les 2 fiches en PDF qu'on ouvre Ouais, facilement et on l'a à domicile, quoi. C'est bien, on n'a ouais. pas de support papier, ça c'est Ouais. génial. Que je trouve que vraiment, ça, c'est un outil d'aide au quotidien qui est vraiment très, très agréable. Donc, pour le syndrome main-pied, il faut savoir que c'est quand même une toxicité assez spécifique à la capécitabine, hein. Du coup, qui peut conduire, s'il est trop avancé, à l'arrêt du traitement. Alors, effectivement, je suis assez d'accord, hein, c'est une toxicité de grade 2, voire A3. Et à partir du grade 2, on doit alerter parce qu'il va y avoir forcément une modification dans le schéma du traitement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'était juste, hein. Qu'est-ce qui dit que c'est en grade 2? Les rougeurs sont plus intenses, la douleur est apparue et il y a une gêne à l'activité physique quotidienne qui est une gêne à la marche. Et c'est vrai que spontanément, si l'infirmière n'était pas venue ce matin-là faire une prise de sang, elle ne l'aurait pas alertée. Et c'est parce qu'elle a vu la patiente qu'elle la connaissait aussi qu'elle a vu cette difficulté-là et ça a tilté par rapport à son traitement. Et c'est elle qui m'a prévenue. Donc, on est d'accord sur un syndrome main-pied de grade 2, voire presque 3, parce qu'il y avait donc une sécheresse cutanée, des rougeurs au niveau de la pelouse plantaire, une douleur à la gêne, et puis l'état de ses pieds sont quand même après une semaine de pause. C'est pour ça que je voulais qu'on revoie un peu ensemble comment ça s'appelle, le schéma de prise du traitement, parce que s'arrêter juste à la fin de la cure, on a dit, bon, on attend de voir une semaine, comment ça s'améliore ou pas. Mais là, au bout d'une semaine, elle avait toujours ses douleurs. Donc là, évidemment, on passe à un grade 2, voire presque 3, parce que même l'arrêt du traitement pendant une semaine n'a pas permis à la patiente de récupérer. Donc, c'était important de le savoir à ce moment-là. Voilà. Donc, dans la troisième question du cas concret, c'était que faites-vous? Donc, ce que je vous ai dit, la première chose, c'est vraiment de vérifier l'observance. Qu'est-ce qu'a fait réellement la patiente? Et d'autant plus vous qui êtes sur le domicile. Et c'est là qu'on se rend compte de choses que des fois on peut même pas imaginer, d'erreurs dans la prise des traitements, d'erreurs soit dans le dosage. Donc, vous avez bien fait de relire le nombre de comprimés, le dosage. Est-ce qu'on le prend bien le matin et bien le soir? Parce que vous avez des gens pour des commodités qui vont faire ça soir et midi. Matin et midi, on a vu tout un tas de schémas, les gens s'adaptent à leur vie quotidienne, mais vous savez encore ça mieux que moi. Donc, c'est important de voir ça parce que quand vous allez alerter, il va falloir aussi donner un peu l'état de l'observance du traitement. Et puis, questionner la patiente sur ce qu'elle a fait et pourquoi elle en est arrivée là. Aller voir concrètement, c'était la faire se déchausser, hein, pour voir les choses. Et puis, la faire exprimer sur comment elle a géré ses mesures de prévention par rapport au syndrome main-pied. Alors,
est-ce que vous avez des grandes notions sur les préventions par rapport à ce syndrome? Qu'est-ce que vous direz naturellement à cette patiente qui est sous ce traitement par rapport à ce risque, à cette toxicité? Du coup, par rapport à ses pieds, c'est ça? Comment? Par rapport à ses pieds? Oui, par rapport à ses pieds, puis à ses mains, par rapport au syndrome main-pied d'une manière générale. Bah, effectivement, de toute façon, c'est de bien hydrater ses mains et ses pieds régulièrement, de porter des chaussures plutôt amples et confortables, Mhm. éviter sur les mains aussi tout ce qui peut éventuellement irriter et créer des frictions, d'éviter tout ce qui est abrasif et de protéger ses mains en cas de, hein, si elle fait du ménage ou des choses comme ça, bien sûr. Après, par rapport aux médicaments aussi, quand elle les prend, de bien se laver les mains. Mhm. Euh, Et puis, je dirais, c'est d'hydrater plusieurs fois, oui, par jour, et pour la soulager, éventuellement de mettre du frais sur ses mains. Mhm. Oui, alors ça, voilà. Donc, c'est bien de vérifier auprès de la patiente qu'elle ait compris ces consignes-là. Et en fait, dans la pratique, quand on vérifie ça, on se rend compte que les patientes, elles vont beaucoup hydrater les mains, mais beaucoup moins les pieds, tout simplement parce qu'il faut se déchausser, parce que des fois, il y a des incapacités fonctionnelles. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, typiquement, chez cette patiente qui faisait de la marche, elle prend avec ses chaussures de montagne, hein, c'est Saint-Jean-de-Maurienne, c'est pas pour rien que j'ai remis ces détails-là, mais du coup, les grosses chaussures de montagne, c'est pas très adapté quand on est sous ce type de traitement parce que ça fait des frottements et elle avait exactement des lésions à ce niveau-là. Et c'était après des journées... Elle voulait, en voulant bien faire et en voulant vraiment lutter contre sa maladie, elle se force à faire un peu de la marche, cette patiente. Donc, du coup, elle y va un petit peu trop fort et ça crée peut-être plus de mal que de bien sur ce coup-là. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de refaire dire à la patiente dans son quotidien comment elle gère ces mesures de prévention. Et puis, pour le syndrome main-pied, il y a quelque chose qui est important. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les produits de chimiothérapie, et notamment la capecitabine, s'éliminent aussi par la sueur. Et on a plus de glandes sudoripares sur les pieds que sur les mains. Et donc, c'est quand on a dans des chaussures fermées, serrées ou des chaussettes un peu irritantes ou qui échauffent le pied, ça favorise la sueur et du coup, la chimio reste un peu plus auprès de la peau et attaque un peu plus la peau, d'où ces réactions. Donc, c'est pour ça on leur demande très souvent de se rincer sous l'eau fraîche pour enlever la sueur. Donc, elles vont le faire régulièrement les mains parce qu'avec la vaisselle, on se lave les mains après être allé aux toilettes, mais pas du tout sur les pieds. Et c'est pour ça que très souvent, les syndromes main-pied, on les a aussi de manière un peu plus prononcée sur les pieds. Donc, il est important de leur expliquer pourquoi on va se rincer. On passe un peu un coup de jet d'eau froide sur ses pieds plusieurs fois par jour et on va éviter d'échauffer le pied, de l'exposer au soleil, enfin éviter tout ce qui va échauffer le pied. Voilà. Après, oui, c'était toutes les consignes que vous avez dit. Et effectivement, c'est important d'alerter l'équipe hospitalière à ce moment-là. Est-ce qu'on peut conseiller d'enlever ou de changer les chaussettes? Alors, en coton, je présume. Je suis arrivée en retard, hein, je suis désolée. Pas de souci, non, mais bien. Changer les chaussettes de coton donc régulièrement par rapport à la sueur, mais aussi si on rince le pied, j'ai compris, et qu'on crème avec du Dexéryl derrière, remettre les chaussettes en coton, que ça puisse, je ne vais pas dire macérer, mais s'imprégner un peu mieux plutôt que ce soit absorbé dans autre chose. Comme il existe des gants en coton pour mettre sur ses mains, c'est assez doux et pour pouvoir permettre l'absorption de la crème. En fait, ce que vous voulez, c'est changer. Excusez-moi, je n'ai pas vraiment compris la question. C'est changer la paire de chaussettes? Changer régulièrement les chaussettes de coton. Oui, oui, parce que c'est encore pareil. La chimio s'éliminant par aussi la sueur, si la chaussette a absorbé, on peut imaginer que c'est important d'en changer fréquemment, quoi, pas garder la chaussette 4-5 jours, surtout si elle a été... 4-5 jours. Je ne sais pas ce que vous voyez à domicile, moi j'ai vu beaucoup de choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'on lave les pieds que le dimanche. Ça m'est arrivé. Hein. Oui, c'est pour ça que le dimanche les pieds, hein, le reste tous les jours, mais que le dimanche les pieds. Vous n'avez pas de syndrome pied-main.
des choses comme ça, on en voit, on Oui, oublie, mais on en voit. Voilà. Donc, oui, vraiment, il y a besoin d'apporter une hygiène des pieds assez rigoureuse, quoi. Donc, Ok. le changement régulier de chaussettes, Donc, s'ils font les chaussettes une fois par jour, c'est déjà pas mal. Ok, j'ai rien dit. Je vous remercie. c'est du vécu. Je vais à vous croire. Euh, donc, voilà, donc, vraiment l'importance de cette hygiène des pieds parce que bah, elle est moins juste accessible voilà, chez les gens d'une manière générale. Donc, je me dis toujours sur les mains, mais beaucoup moins sur les pieds. Donc, voilà, être vigilant par rapport à ça. Donc, on est sur un effet indésirable qui est de grade 2, voire presque 3, hein, parce que c'est le niveau de comment dirais-je, de gêne fonctionnelle qui va faire passer au grade 3 et puis l'intensité des lésions. Donc, ça nécessite une alerte. Et pour cette patiente, eh ben, finalement, on a prolongé la pause d'une semaine pour permettre à la peau de récupérer et de mieux et de se renouveler. Et la dose de capecitabine a été diminuée. Parce qu'il faut savoir que quand on a ce type d'effet indésirable dans ce type de traitement qui va dépasser le grade 2 ou atteindre le grade 2, on est amené à diminuer la dose de traitement. Mais ça, c'est l'oncologue qui le décide et qui va refaire une nouvelle ordonnance à ce moment-là. Voilà pour l'histoire de cette dame où l'infirmière libérale venait juste faire une prise de sang toutes les 3 semaines pour pouvoir valider sa reprise. Donc voilà, de soins qui pourraient peut-être durer 10 minutes ou un quart d'heure, ça lui a pris un peu plus de temps. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des réactions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pas encore. Encore, ouais. Je suis au grade 1, moi je suis au grade 1, moi. Quelques fourmillements, mais pas invalidants. Voilà. D'accord, ok. Et pas de gêne à la marche, de choses comme ça. Non. Mais c'est vrai que les pieds, c'est vrai que j'avais plus notion des mains. Et donc, avec votre webinaire la dernière fois, ça a été, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr. Donc, merci. Ouais. Et puis, c'est vraiment éduquer les personnes à penser aussi à leurs pieds. C'est bête, mais en fait, c'est pas je me suis rendu compte qu'avec la pratique, c'était pas si évident pour tout le monde. Et aussi parce qu'il y a beaucoup d'incapacités fonctionnelles. Juste qu'ils n'arrivent pas à se baisser, enfin, selon l'âge, selon le handicap, parce que très souvent, quand même, la capecitabine, en tout cas dans le cancer du sein, c'est quand même des cancers du sein métastatiques. Donc, il y a d'autres. On est déjà dans un stade avancé de la maladie ou dans le cancer du côlon où on est chez des gens âgés. Donc, il y a aussi un handicap fonctionnel à aller contrôler ses pieds. Voilà, donc certains vont régulièrement chez le podologue. C'est un petit peu ce qui était expliqué dans la vidéo que je souhaitais vous présenter, mais qu'on mettra dans les ressources, je pense. Voilà. Donc, pour ce cas concret, j'ai donc fait une synthèse de tout ce qui a été dit là, hein, et du coup qui seront disponibles. C'est ça, Agnès et Christine. Oui, Disponible, c'est une correction que j'ai faite en fonction d'ensemble des éléments qui ont été abordés durant ce temps-là. Donc du coup, bah, comme c'est la première classe virtuelle, hein, donc on inaugure tout ça, cette première classe ensemble, c'est bien d'avoir aussi vos retours. Hein, moi, j'ai préparé ça comme j'aurais fait presque un enseignement en IFSI, mais du coup, on est quand même déjà entre professionnels confirmés. Donc, bah, allez-y sur vos retours pour que Nelly et puis Christine et Agnès voient sur les prochaines classes virtuelles pour ajuster un petit peu s'il y a besoin. Moi, juste sur l'aspect déjà pratique, là, j'ai dû fouiller tous mes mails et me souvenir qui m'avait envoyé le mail pour accéder à la visio. Juste Ouais. ça déjà.
J'ai dû perdre 5 minutes. Mais voilà, c'est normal, c'est la première. Ouais. Alors, effectivement, bonjour l'équipe, Claire, Samira et bonjour à celle à qui je n'ai pas dit bonjour. Effectivement, là, on est en cours de... Parce qu'on distingue bien la communauté de pratique, les infirmiers labellisés. Donc, vous avez eu une invitation de la part directement de Christelle Galvez parce que le lien est uniquement adressé aux infirmiers labellisés. Donc, c'est vrai qu'on est... Ben voilà, c'est le début. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est adressé par Christelle. Donc, il faut vite faire un copier-coller dans son agenda, enfin, je sais pas quoi, parce que c'est vrai qu'après, on est noyé sous les mails. Donc, voilà, pour celle-là, c'est l'explication. On va essayer de s'améliorer, mais on est bien d'accord. On en a bien conscience. Merci en tout cas. Mais sinon, concernant le contenu, moi, enfin, j'ai appris plein de choses parce que j'ai jamais été confrontée à ça, mais j'ai peut-être jamais fait attention non plus. Donc, non, c'est pas mal, je trouve, de partir d'un cas concret et puis voilà quoi, faire participer tout le monde. Voilà, ça amène d'autres réflexions. Non, je dormirai moins bête ce soir et j'en suis heureuse. Voilà. En fait, je me suis rendu compte que donc, je suis pas mal de patientes et que très souvent, l'infirmière libérale, elle vient pour faire cette prise de sang. Donc, vous les voyez pas forcément très souvent. Et bah, voilà, c'est pour ça que je voulais mettre. Il y a une ordonnance. Je trouve que c'est maigre un peu comme information que vous avez à disposition pour pouvoir déduire tout ça. Donc, ça nécessite quand même des connaissances. C'est pour ça que j'aime beaucoup le cytomédite parce que je trouve qu'effectivement, il est pratique, on l'a sur son téléphone. Quand on voit un traitement, bon, et je trouve que voilà, chaque fois que j'ai les infirmières libérales au téléphone, elles le disent, vraiment, elles me disent, on est un peu démunis au niveau d'information sur ce qui se passe réellement. Voilà, donc, c'est pour ça que j'avais envie de participer et d'utiliser cette communauté d'infirmières labellisées pour essayer de donner un peu des éléments. Et puis nous, d'avoir du retour sur qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'à mon avis, il y a un petit peu des choses à améliorer sur nos ordonnances, sur notre lien avec vous, quoi, auprès de ces patients. Voilà. La question, c'est, je me suis posé, bon là c'était la première, mais est-ce que peut-être il serait plus judicieux de vous donner un peu en amont le cas concret, les éléments du cas concret? Peut-être que, enfin, moi j'aurais aimé, mais voilà, c'est peut-être juste ma vision à moi. Donc je sais pas. Si je peux me permettre, en tout cas, moi, j'ai fait le webinaire, ça m'a permis d'intégrer toutes les choses que je connaissais pas, hein, je suis honnête. Je suis depuis janvier en fait à prendre des prises en charge, donc j'ai tout à apprendre. Et je trouve d'avoir un cas concret juste quelques jours après, ça permet de remobiliser et de fixer. Moi, en fait, ma méthodologie, c'est vraiment les cas concrets. Je trouve ça juste très très bien parce que moi, j'apprends comme ça en fait. Donc c'est Ouais, ma méthodologie. ouais, on apprend en faisant. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Là, c'est une vraie patiente, elle a 42 ans, voilà. Il y a tout le déroulé, en fait. C'est tout ce qu'on vit à domicile. Donc, on est dedans, quoi. On y est, quoi. Ouais, ça vous fait plaisir, parce que moi, je Non, mais c'est vrai. suis fidèle à ce que, essayer de retranscrire à ce que vous pouviez vivre quand vous arrivez pour faire juste une prise de sang. Comme quoi, rien n'est jamais juste en soin. Il y a toujours tout un tas de choses. J'ai toujours cette image. Rien n'est jamais juste une prise de sang ou juste une injection. Il y a tout un contexte et des fois, un soin qui pourrait nous prendre 15 minutes va nous prendre beaucoup plus de temps. Et du coup, je pense qu'on passe peut-être souvent face à peut-être des effets indésirables, mais qu'on ne les connaît pas aussi. C'est ce que tu disais aussi, Mathilde. C'est l'intérêt Si des on n'a fiches pas médicales. connaissance, on ne peut pas les déceler si voilà, on a. Mais vous êtes là, vous êtes les. Le label est génial pour ça. Ouais. Ça C'est énorme. vraiment l'intérêt des fiches médites parce que sur ces fiches médites, avec la version professionnelle, vous avez vraiment toutes les informations. Ouais. Après, c'est vrai qu'on a construit les classes virtuelles en disant on fait le webinaire sur un sujet, quelque chose de plus général, et après, donc, on creuse avec plutôt un cas. Après, c'est une infirmière avec qui j'ai échangé cet été qui m'a donné cette idée en me disant
il faut faire du concret et les cas cliniques, ça serait vraiment super. Et donc, c'est grâce à vos expériences qu'on a mis ça en place. Et donc, voilà, pour nous, on s'est dit, c'est vrai, effectivement, avec ces cas cliniques, on va plus loin. Et notre objectif, c'est ça, c'est vous apporter, à partir d'une situation, et puis de permettre des échanges entre vous, parce que c'est vrai que il y en a qui ont plus de patients qui sont pris en charge pour telle ou telle chose, d'autres qui en ont moins. Donc, l'échange entre vous, c'est aussi ça qui est très riche, quoi, parce que effectivement, Claire, il y a des personnes qui Oui, changent des chaussettes tous les 5 jours, et puis il y a des gens qui se lavent qu'un pied parce qu'ils ont mal qu'à un pied et pas à l'autre. Donc, on a ça tous les cas suffit, de figure. Christine. Voilà. Ça suffit. Nous, ils sont civilisés chez nous, hein. Ils se changent. Non, je plaisante. C'est bien, mais nous, Euh, un petit peu haut déjà. ouais. Mathilde alors Madame Poitevin, je veux pas, vous êtes des infirmières libérales aussi, c'est ça? Oui. Ok. Oui. Alors, Alors, dans la communauté des infirmières labellisées, on n'a que des libéraux, Claire. oui, non, mais je ne savais pas si, comme c'était la première, s'il y avait des patients partenaires ou des choses comme ça, Non, mais très bien. il n'y en aura pas. Alors moi, je vous dis bonjour à toutes, hein. On a eu du mal à se connecter, là, il y avait toute l'équipe, Myriam était avec nous aussi, on a participé à la création du label avec Christine et puis d'autres. Donc c'est une première classe virtuelle fort sympathique. J'avais envie de rejoindre là, Sophie, ce que vous disiez sur on vient faire une biologie et puis bah, forcément derrière on a d'autres choses éducatives. On a notre problématique, nous on en avait déjà parlé avec Christine, avec Christelle, enfin avec plein de gens quand on a fait ça, et vous me rejoindrez peut-être. On fait une bio, on fait plein d'autres choses à côté et malheureusement dans notre métier, on n'est pas rémunéré, n'est-ce pas? Alors, ma question, je vous la présente, vous, infirmière aussi, ce que vous en pensez. Est-ce qu'éventuellement, sur une ordonnance lambda de biologie ou autre, ou quand ces patients viennent à domicile, on pourrait avoir d'emblée un BSI? Parce qu'avec le BSI, on peut en faire un, on peut faire des soins éducatifs et à la rigueur, on se cote un soin éducatif quand ça vient pour ce genre de prise en charge annexe. Qu'est-ce que vous en penseriez? Alors, moi, je vais vous faire part de mon expérience sur l'expérimentation dans le cadre de l'article 51, hein, où malheureusement, on a fait un peu remonter que les professionnels de santé oubliés dans cette expérimentation, c'était les infirmières libérales. Hein, parce que personnellement, je ne veux pas les suivre très longtemps non plus, c'est quelques mois, et par moment, bah, je sais très bien que c'est des gens qu'on n'arrivera pas à autonomiser pour différentes raisons. Je vais chercher là où je devais trouver, c'est-à-dire chez leurs infirmières libérales. Donc, oui, donc dans l'idée, c'était ça. Puis bon, l'éducation thérapeutique à domicile, c'est quelque chose qui est en train de se développer, de se mettre en place. L'éducation thérapeutique réalisée par les infirmières libérales. Donc là, en fait, c'est globalement au niveau, je vais dire même national, voire régional européen, c'est en train des parcours de soins sont en train de se mettre en place où on intègre l'éducation thérapeutique faite par à la fois les pharmaciens, mais aussi les infirmières libérales ou les infirmières hospitalières. Ça me fait rebondir pour vous dire que quand vous arrivez, il y a aussi très souvent le patient a bénéficié d'un petit peu d'éducation thérapeutique. Alors, selon les hôpitaux, c'est différent, selon les patients, voilà, c'est différent. Mais en général, l'oncologue a commencé par à expliquer certaines choses et à prévenir des effets secondaires. Hein, ça fait partie. Il faut savoir que la prescription de chimiothérapie orale est une consultation qui est identifiée comme telle, avec du coup une durée plus longue. Et certaines choses à dire par l'oncologue, notamment les modalités de prise et les effets secondaires. Et en général, dans un deuxième temps, il voit le pharmacien hospitalier qui va faire au moins un point sur l'interaction médicamenteuse avec tout ce que prend à côté le patient, et puis qui va remettre aussi sa couche d'éducation thérapeutique. Et après, soit il y a un suivi par une infirmière de coordination qui va faire le relais avec une infirmière libérale. Ça, c'est dans l'idéal, hein, quand on est très riche et qu'on a besoin. Soit c'est un peu, ils partent dans la nature avec une ordonnance et vous les découvrez au moment de la prise de sang. Donc, moi, ça m'arrive, oui, après, quand j'ai besoin de faire le relais avec l'infirmière libérale. Et du coup, c'est très bien, vous me donnez une piste parce que je ne sais pas trop ce qu'on doit prescrire pour que vous puissiez passer, faire ce relais et continuer le travail d'éducation thérapeutique auprès du patient. D'accord, parce que là, Sophie, en fait, ce que j'ai compris, c'est que tu parles, je l'avais lu, de l'article 51, thérapie orale.
Oui. Donc, forcément, les cas que tu nous donnes ou ce que tu nous présentes, ce sont des patients qui rentrent dans cette expérimentation. Alors, c'est parce que en fait, je ne gère que des patients, je ne gère que cette D'accord. expérimentation Ok. dans ma fonction. Mais malheureusement, on ne mettra pas tout le monde et cette expérimentation va se terminer en fin 2024 et on espère qu'elle va passer dans le droit commun et donc et que ce parcours de soins va être validé. Qu'il soit validé ou pas validé, de toute façon, on est en train de se rendre compte qu'il faut créer des parcours de soins pour les patients qui sont sous thérapie orale. Donc, nous, on est en train de s'organiser en interne. Chaque établissement s'organise pour pouvoir avoir au moins cette consultation tripartite, c'est-à-dire le médecin oncologue, le pharmacien, parce qu'il y a un vrai problème avec les interactions médicamenteuses sur ces molécules-là, et puis le suivi infirmier. Non, c'est bon, c'est pas urgent. Et le suivi infirmier, que ce soit une infirmière hospitalière ou une infirmière libérale. Et donc, avec toute la partie éducation thérapeutique. Donc, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place avec des variations, j'allais dire, selon les régions, les différentes régions en France. Et voilà. Et Unicancer est porteur là-dedans, dans l'expérimentation aussi. Hein. Voilà. Parce que juste, je ne sais pas si vous en avez parlé au début du coup, mais sur cet article 51 thérapie orale, il y a une intervention spécifique de l'infirmière libérale parce que moi, je fais partie de l'expérimentation article 51 sur l'immunothérapie avec vous. Donc, je connais bien le principe, les éducations thérapeutiques qui sont faites par les infirmières libérales puisque j'en ai eu fait. Mais du coup, là, sur cette nouvelle expérimentation thérapie orale, il y a un rôle donné en ETP ou ailleurs à infirmière libérale? Pas du tout. On n'est pas pas du concerné. tout. C'est là où je vous dis, quand on a fait le bilan à mi-expérimentation, on s'est rendu compte que les grandes oubliées avaient été les infirmières libérales et on essaye de porter cette voie-là auprès des instances que sont la sécurité sociale et puis les évaluateurs d'expérimentation. Il faut absolument qu'on les inclue. Donc, de toute façon, soit ça sera dans ce cadre ou dans un autre. Mais du coup, ma question, indépendamment de l'article 51, c'est-à-dire que nous, les filles, vous aussi, Mathilde et je n'ai pas ton prénom, je suis désolée, Karine, en tant qu'infirmière libérale, est-ce que ça peut être faisable éventuellement quand on fait ce genre, quand on va prendre en charge des gens sous thérapie orale, ou même on sait qu'ils sont sous thérapie orale, mais on intervient pour autre chose, d'avoir un accès à un BSI, ou par le CLB si c'est vous, ou par un médecin traitant, ou le médecin qui suit ce patient-là, de manière à ce que nous, même si c'est fastidieux de faire les BSI, parce qu'on a un onglet quand même soins éducatifs, sur lequel on pourrait se coter un BSA, bon, on le demande, je dis n'importe quoi, une fois par semaine, mais on se le cote que quand on va faire cette intervention, pour au moins pas être préjudiciable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si, moi, je pense que c'est une très bonne idée et une fois par semaine, je pense que c'est très bien. Et nous aussi, dans notre tête, ça nous permettrait de se dire, allez, une fois par semaine aussi, on se pose, on organise ce temps, en fait, et on prend le temps d'échanger avec le patient parce qu'on le fait un petit peu chaque jour. Voilà, moi, j'ai une dame, pareil, qui est suivie en thérapie orale au CLB. On y va pour faire que des anticos, mais en fait, c'est une vraie prise en charge. Donc, on le fait un peu par-ci, par-là. Moi, j'ai ma collègue qui a arrêté, donc j'ai des remplaçants. Et en fait, eux, ça les saoule de faire ça parce que ça n'est pas reconnu et pas rémunéré, donc ils ne le font pas. Donc, je pense que ça serait une très bonne idée de le formaliser, ça, c'est sûr. Ouais. C'est un vrai Avant que ce travail. soit reconnu de toute façon et mieux rémunéré, hein, on peut toujours rêver puisqu'on n'a pas été réévalué depuis 2009, ça ferait toujours un petit plus sur un travail que l'on bien fait sûr. et une prise en charge et puis démontrer quand même ce qu'on sait faire, notre potentiel, notre valorisation, notre label, enfin je sais pas, tout plein de choses et mettre en avant après coup ce genre de choses. Et puis, comme tu dis, où on organise une fois par semaine ou une fois par quinzaine en fonction du patient, mais si ça nous arrive paf, comme ça, tu viens pour une bio, comme disait Sophie, et tu as un syndrome pieds-mains et que tu prends du temps, parce qu'on prendra de toute façon ce temps-là avec le patient, bah, au moins on a un moyen de coter un tout petit peu cette… tout à fait. Avec une traçabilité en regard de cette séance, en fait. Tout à fait. Bah voilà, Mm. tout à Non, je fait. suis Oui, d'accord oui. aussi Alors avec après, moi, je ne connais pas le cytomédite ni les fiches techniques dont tu parlais, donc j'irai jeter un œil avec mes collègues. Mais voilà, s'il y a un support papier, après, on imprime, on se le met dans un mail, dans notre dossier de transmission, dans le logiciel, pour avoir une traçabilité en cas de quoi que ce soit. Quoi. Oui.
Puis même, je pense que parfois, on est lassé par le fait d'aller faire une injection et de passer 30 minutes s'il faut et de rien avoir en retour. Et des fois, en fait, on en a marre parce que c'est pas reconnu, en fait. Et je pense que des fois, par lassitude, on survole des choses parce qu'on est fatigué aussi Ouais, de ce manque de cadre et de bien reconnaissance. sûr. Mais si on veut être reconnu à un moment donné, malheureusement, il faut aller en sens inverse, c'est-à-dire être sous-payé et faire les choses et montrer ce que l'on Oui, fait pour tout pouvoir à un à moment fait. donné. Exactement. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est plutôt dans ce sens-là. Tout à fait d'accord. Ouais, carrément. Ouais. D'accord. Donc voilà, Sophie, ça peut être une piste indépendamment de l'article 51. Alors, j'avais juste une question très technique avant qu'on clôture. Quand vous dites BSI, parce que moi, quand j'ai besoin d'un passage à infirmier, je fais une bête ordonnance. Ah, Ou, il y a des phrases magiques pour ce Il y a des phrases BSI. je sais qu'il y a des Déjà, phrases à savoir que quand tu fais une injection ou un acte technique lambda, ça va être une ordonnance classique pratiquée par infirmière à Voilà. domicile, une injection quotidienne de l'Ovenox, de machin, etc. Pour tout ce qui est autre, c'est-à-dire soins de nursing, soins éducatifs, soins préventifs, soins... C'est quoi les autres? Non, mes collègues ne m'aident pas. tous les soins infirmiers, en fait. C'est ce qu'on Soins appelle. relationnels, etc. C'est ce qu'on appelle un bilan de soins infirmiers, qui était avant une démarche de soins infirmiers. C'est un C'est bilan pour de ça, soins moi, infirmiers. j'appelle ça DSI. D'accord, ok. BSI, où nous, sur l'ordinateur, on se connecte sur Amélie Pro, on rentre plein d'informations sur ce que l'on fait avec des diagnostics infirmiers, avec des évaluations sur la dépendance, sur la situation familiale. Enfin, il y a plein d'informations Social, qui nous demandent dedans, de différents onglets, y compris l'onglet relationnel. La personne est isolée, le truc est insalubre, il change de chaussettes une fois toutes les semaines. Enfin, je caricature, mais voilà. Et qui va nous donner un forfait sur ça. Donc, si c'est quelque chose de léger, on va avoir un forfait qui s'appelle un BSA, où on va être payé, je ne sais même plus les cotations, les filles, 13 pas euros, grand-chose, mais 12 balles. Un BSB, c'est un peu plus lourd, ça va être 15 balles, et un BSC qui va être encore plus lourd, ça va être 26 euros. Et on demande de le faire une fois par semaine, par exemple, à la Sécurité sociale, qui va nous valider tout ça, et c'est valable 1 an. Donc, en fait, c'est un papier qui va être valable 1 an. Et au moins, ça fait une petite trace sur ce... Et la question, alors l'autre question qui me vient immédiatement, est-ce que nous, en tant qu'hôpital, on peut avoir accès à ces informations, du coup, si vous les avez remplies sur Amélie? Alors, normalement, on rentre le médecin prescripteur et le médecin traitant. Non, c'est le médecin. c'est celui qui prescrit. Il n'est Le pas médecin forcément le prescripteur. prescripteur, n'est pas forcément le médecin traitant. Mais il Ouais, le reçoit. prescripteur, pas Parce qu'il a forcément, mais noté. demain, vous devez le recevoir. Mais je crois que c'est compliqué pour que vous puissiez le voir à l'hôpital. Mais je ne sais pas par où. Et sur après, un- le médecin est censé valider tout ce qu'on a rentré. Il a 5 jours pour le faire. S'il ne le fait pas, bah, c'est validé. Et voilà. Oui, c'est ça. 5 Et jours souvent, ouvrés. ce qui se passe, c'est que le médecin prescripteur, ça va être un numéro finesse hospitalier et pas précisément du prescripteur. Et du coup, ça Ça part. vaudrait le coup de faire un essai, non, sur un patient qu'on a en commun? Je vois Non, mais quand pardon, le médecin qui valide, c'est le médecin de la Sécu qui valide votre. Non, 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 c'est le médecin prescripteur. D'accord, c'est c'est le le médecin médecin. prescripteur qui reçoit un mail d'Amélie en lui disant vous validez ou pas le. Vous avez un document, vous pouvez le regarder, être d'accord ou pas d'accord, demander à l'infirmier de faire des modifications. S'il ne le regarde pas, 5 jours ouvrés après, c'est de toute façon clôturé. Il a donc 5 jours pour lire le document. Ça, ce n'est valable que pour le médecin traitant, car comme elle le disait, en fait, les médecins hospitaliers, on rentre le numéro finesse de l'hôpital. Donc, c'est nous qui validons, en fait, qui clôturons la BSI. En fait, on la crée et on la valide. Quand c'est un médecin hospitalier, c'est nous qui la créons et qui la validons. Enfin, c'est validé automatiquement au bout de 5 jours. En tout cas, quand on fait un BSI, ça génère un PDF sur lequel vous allez avoir tous les éléments qu'on a rentrés. Oui. Et ça, moi, je pense qu'il faut mettre dans la boucle le médecin traitant. Donc, c'est lui qui validera, parce qu'au moins, il va la recevoir. Mais nous, ça ne nous empêche pas de vous envoyer, vous, CLB, le PDF après. Ce PDF. Tout à fait. Parce que très souvent, moi, je vois dans ma pratique, dans le dossier. avec des infirmiers de coordination, on a besoin un peu de cette photo du domicile, vous voyez, pour déjà ça serait intéressant d'avoir aussi ce retour. Enfin, il pourrait y avoir un vrai un enrichissement mutuel. Parce que des fois, on leur donne des consignes, mais en fait, c'est pas du tout applicable à leur quotidien de vie, quoi. Complètement. Et ils nous disent
enfin voilà, voilà. Ouais, c'est à Alors, creuser. comme Karine, C'est à je pense creuser. pardon, Christine. On pourrait vous envoyer le PDF, sauf qu'il nous faut une messagerie sécurisée, c'est indispensable, et que nous, on bosse en Sysra. Eh Alors, ben, la ce sera, ouais. la messagerie sécurisée, Claire, à partir de Mérédith Santé et de la communauté de pratique, il va y avoir le lien pour pouvoir directement aller sur la messagerie sécurisée, adresser à la personne à qui vous voulez. Donc ça va se faire, on y travaille sérieusement pour Il me que… faudra une sacrée formation, alors, parce que moi, l'informatique… Ah, mais moi aussi, je m'y suis Alors, mise, vous savez. On s'y Mais met, il faut voilà, s'y mettre. après, comme Karine, hein, moi, je suis pour, ça nous demande un peu plus de boulot, entre guillemets, mais si on veut, le lien ville-hôpital, c'est ville-hôpital, mais c'est hôpital-ville, et c'est dans les deux sens que ça fonctionne. Donc, vous demandez des infos, si on peut vous les donner aussi, c'est comme ça qu'on s'améliorera tous et que ça fonctionnera. Hein. Et donc, Claire, là, vous savez qu'on avait dit que quand vous étiez labellisé, vous pourrez avoir accès à une formation gratuite. On est en train de la créer, de la monter, on avance, hein. Mais c'est pas fini. Et dedans, justement, on va mettre un module sur les bonnes pratiques informatiques et puis la messagerie sécurisée. Super. Donc, mais c'est en cours, hein. On avance. Ok. Bon. Pour l'expérience sur la Là, messagerie sécurisée, vous avez le cabinet complet, là. Hein, on s'est toutes Ah réunies. oui, c'est super, c'est génial. On a eu du mal à se connecter sur l'ordinateur, mais on gère. C'est génial. Merci d'être là. Voilà. Voilà. Ben, merci en tout cas de ces échanges, c'était très intéressant. Merci pour tous ces apports, oui, très riches. merci à vous. Merci de bien communiquer, effectivement, de répondre sur la communauté de pratique. C'est vraiment génial parce que ça commence vraiment à vivre. Et là, aujourd'hui, là, on a 172 membres. Ça continue de grossir, donc c'est génial. Et puis, vous avez reçu pour les Auvergne-Rhône-Alpes, je ne sais pas comment on dit, l'invitation du webinaire pour l'ordre infirmier lundi prochain. Ah oui, j'ai vu dans la boucle, oui. Donc ça, c'est pareil, ça va être… Ça, c'est bien. Ça doit être envoyé normalement à 65 000 infirmiers. Donc, on l'a reçu, ouais. On l'a reçu. Ouais. Super. Ah ouais. Alors moi, je ne suis pas sûre de pouvoir me connecter, Myriam non plus, parce qu'on a le boulot, mais peut-être Samira, justement. Moi, je vais essayer, ouais. Je vais essayer. Ok, voilà. Super. Bon, on ne va pas déborder, hein, parce que Nelly, le mot de la fin, Nelly, c'est notre animatrice, on ne lui a pas trop laissé la parole. En fait, Sophie a pris son sujet, donc je n'avais pas… C'était difficile de lui de lui voler le… Mais moi, je vais quand même demander par messagerie un retour d'expérience justement des infirmières libérales dans notre région pour avoir un petit peu de leur retour par rapport à tout ce dont on a parlé là. Je pense que c'est important pour animer cette communauté et justement avoir le retour des infirmières dans notre région. Justement. Ouais. Merci à vous toutes d'avoir… Merci à Sophie. À la première communauté, à la première classe virtuelle. C'était un plaisir de vous rencontrer pour la première fois. Ce format est très sympa. Pas sympa. Pas sur téléphone, malheureusement. Sur ordinateur, ça doit être plus facile. C'est super sur ordi. Merci à tous. Merci. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.